Madame Luce Fabreguette, qui est la vice-présidente exécutive d'Arianespace. Luce Fabreguette, je vous laisse le micro et une petite solitude pendant une dizaine de minutes pour nous parler de la vision d'Arianespace aujourd'hui, de l'innovation dans l'espace. Est-ce que c'est une innovation avant tout théorique? Est-ce qu'elle a un impact sur nos quotidiens? Les gens de ma génération se souviennent peut-être des micro-sillons, vous savez, qu'on pouvait essuyer, nettoyer avec une espèce de brosse électrostatique, etc. Et par exemple, ça, c'était une technologie qui était issue de la conquête spatiale et d'Apollo allant sur la Lune. Est-ce que donc notre quotidien aujourd'hui est encore impacté? Et puis, derrière, quand même, cette question, à qui appartient l'espace? Qui aujourd'hui fait cette conquête de l'espace, qui pendant des années a été affaire avant tout des États et d'institutions publiques, ou quand je dis des États de l'Europe, et qui maintenant voit, comme tous les secteurs de l'économie, arriver des acteurs nouveaux. Vous allez pouvoir poser des questions à la fin de l'intervention à Luce Fabreguette, donc c'est le numéro de téléphone avec lequel vous avez participé au sondage, 07 57 90 35 06. Les questions, quand vous les posez, nous on les reçoit sur une petite tablette et je me fais votre interprète pour les poser. Luce Fabreguette. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler effectivement une dizaine de minutes et laisser un maximum de temps pour vos questions. Je suis ravie d'être ici au nom d'Arianespace. Donc Arianespace, on lance des fusées, enfin on lance plus précisément des satellites. Et on a notre actionnaire principal, Ariane Group, qui est très présent en Nouvelle-Aquitaine. Donc on est très heureux de contribuer à cet événement. On remercie les organisateurs pour leur invitation. Je vais échanger avec vous sur l'innovation dans l'espace, effectivement. L'espace fait rêver, l'espace continue à faire rêver, l'espace doit continuer à faire rêver. En même temps, on pourrait dire que l'innovation dans l'espace est paradoxale et reste paradoxale, parce que d'un côté, en particulier pour nous qui produisons des lanceurs, qui lançons des satellites tous les mois régulièrement depuis le Centre spatial guyanais, on est parfois perçus comme des ingénieurs pas forcément très ouverts à l'innovation. On a parfois une image de constructeurs de fusées, de lanceurs de fusées qui restent très frileux sur la prise de risque. Et donc, c'est important de comprendre ce qui aujourd'hui, dans un premier temps, si on veut voir le verre à moitié vide de l'innovation dans le secteur, c'est important de comprendre quels sont les freins pour nous, c'est important de comprendre pourquoi des personnes du grand public qui nous voient de l'extérieur nous renvoient une image de manque d'innovation, de manque d'un certain conservatisme. Et c'est important de vous expliquer aussi que derrière ce conservatisme apparent, il y a en fait un volant d'innovation sur lequel je vais partager avec vous maintenant. Alors pourquoi des freins? Pourquoi des freins à l'innovation? C'est vrai que quand on lance des fusées, quand on lance des satellites, on sait qu'on a des enjeux financiers qui sont extrêmement importants. C'est-à-dire que quand on lance, comme on va lancer la semaine prochaine Bepi Colombo, la sonde scientifique dont Bernard Foin parlerait certainement beaucoup mieux que moi, mais quand on lance 2 sondes qui vont partir et qui vont voyager pendant 7 ans vers Mercure, on sait que ces sondes sont chères, on sait que les enjeux sont très importants, et donc on prend évidemment toutes les précautions. Et si on va dire au client, bon écoutez, on a envie de changer des choses, on a envie d'innover sur nos lanceurs, ça peut être parfois mal perçu. On a aussi avec les clients commerciaux des enjeux très importants. On a aussi des clients commerciaux qui parfois sont aussi frileux sur ces aspects innovation. Et donc, on peut avoir ces freins et ajouter à ces freins qui sont relativement rationnels, si je peux le dire comme ça, on a peut-être des freins un peu moins rationnels qui sont, on est des ingénieurs, on a peut-être peur, en particulier en France, de l'échec. Et donc, on peut être a priori frileux. Donc, vu de loin, on peut se dire, mais finalement, qu'est-ce que vous avez... est-ce que vous innovez vraiment dans le spatial aujourd'hui, dans les lanceurs en particulier? Est-ce que vraiment vous innovez? Alors oui, bien sûr, on est là pour le dire, oui, on innove dans le secteur spatial aujourd'hui en Europe, très clairement. On innove pour plusieurs raisons.
On innove, comme ça a été dit en introduction, sous la pression économique, bien sûr, parce qu'on a à répondre à des exigences de compétitivité, et on a face à nous des clients aussi qui ont une pression économique de plus en plus forte, donc qui sont prêts à envisager qui ont une relation au risque qui est en train d'évoluer. On voit une évolution très forte aussi côté américain, qui n'a pas toujours eu, qui n'a forcément pas la même attitude que nous vis-à-vis du risque en Europe. Donc on voit une de plus en plus forte volonté depuis quelques années d'aller vers l'innovation, de proposer des nouvelles solutions, d'aller vers du low cost, d'aller vers des satellites qui parfois coûtent moins cher, d'aller vers les méga constellations. Et quand on lance une constellation de 200, 300, 600 satellites, peut-être plus demain, certains parlent de constellations de 4000 satellites, il est évident que si on perd quelques satellites parce qu'il y a un problème au lancement, les conséquences ne sont pas du tout les mêmes que quand on lance un énorme satellite unique sur un lanceur. Donc on sent une perception, on sent une mentalité qui est en train d'évoluer chez nos clients, qui ont une aversion au risque qui est en train de diminuer, très clairement. Et on sent de ce fait chez nous on a besoin et on a cette volonté de proposer à ces clients des nouvelles solutions, des solutions qui répondent à leurs besoins. Si je fais la distinction entre invention et innovation, l'innovation, c'est vraiment proposer à un client, c'est vraiment atteindre une finalité, proposer à un client un service en plus, une prestation en plus, une invention, elle peut s'arrêter, elle peut ne pas déboucher sur un acte d'achat, je vais le dire comme ça, c'est un petit peu brutal, mais elle peut ne pas déboucher sur un acte d'achat pour un client. L'innovation, elle est vraiment là pour mieux servir les clients, mieux servir les besoins de tous ceux qui profitent du spatial aujourd'hui. Et donc, on voit une vraie évolution dans les mentalités, une vraie évolution de la manière d'appréhender le risque et d'accepter de prendre plus de risques et donc d'aller vers l'innovation. On le voit aussi parce que le spatial a peut-être été un peu fermé à une certaine époque. Aujourd'hui, le spatial, notre volonté, c'est très clairement de le mettre à la disposition de chacun. C'est très clairement que le spatial serve à chacun dans la vie de tous les jours. On voit les applications qui se développent, que ce soit en télécommunication. Chacun veut être connecté où qu'il soit dans sa maison ou ailleurs aujourd'hui. Et le satellite est clé pour cela. La navigation, bien sûr, les satellites Galileo sont un très clair exemple de l'utilisation des données spatiales pour inventer de nouvelles applications, de nouvelles manières de les utiliser, de nouveaux usages. Copernicus, l'observation de la Terre, la défense, la sécurité, l'observation de la Terre pour améliorer notre sécurité, notre manière de savoir ce qui va nous arriver en termes de météorologie, par exemple. Et un quatrième volet, protéger la planète avec tout ce qu'on envoie pour mieux connaître le climat, la manière dont l'environnement de la Terre évolue avec des satellites comme celui qu'on a pu lancer en août, par exemple, le satellite Aeolus, qui est un petit satellite qui ne va pas très loin finalement. On l'a lancé qu'à 320 km, donc finalement c'est peut-être la nord-sud de la Nouvelle-Aquitaine, qui est une très grande région. Donc je ne veux pas dire que 300 km, ce n'est pas très loin, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des projets très intéressants. Bepi Colombo tout à l'heure, Aeolus, qui, eux, vont dans l'inconnu. Donc, eux, innovent très clairement et qui ont besoin de cette innovation et qui attendent de notre part qu'on innove, qu'on propose de nouvelles solutions, et avec une demande de plus en plus forte de satellites très différents, qui peuvent être des tout petits, qui peuvent être des très gros, qui peuvent être qui vont pas très loin, comme Aeolus, qui vont beaucoup plus loin dans le système solaire, pour mieux comprendre notre système solaire. Donc, de notre côté, au niveau des lanceurs, une claire innovation et une accélération, je vais dire, de notre logique et de nos actions pour innover, avec l'arrivée d'Ariane 6 qui se prépare, l'arrivée d'un nouveau lanceur Vega C, de manière à mettre au service de tout le monde les données spatiales,
tout ce que nous apporte le secteur spatial. Et encore une fois, la meilleure solution, certainement, on en est convaincu côté Ariane Espace, ça peut être une vision humaniste de l'espace au service de tout le monde, pour le bien-être sur la Terre. Une vision humaniste sans être naïve pour autant, puisqu'on suit de très près ce qui se passe à la fois côté américain, bien sûr, et côté russe, et dans d'autres pays également. Mais une vision humaniste de l'espace qui permet des coopérations spatiales, qui permet sur certains projets, on le sait, de lancer, de se mettre ensemble entre les pays autour d'une coopération internationale pour pouvoir financer des projets, que ce soit en ce moment autour de la Lune, autour de Mars peut-être, qu'une seule nation ou un seul acteur privé ne pourrait pas se permettre, et un besoin d'ouvrir l'espace, d'être encore plus inclusif, de ne pas être la forteresse du spatial, mais de s'ouvrir encore plus aux applications, à ceux qui savent utiliser les données du spatial, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour la géologie, que ce soit pour la smart city, que ce soit pour toutes les applications qu'on peut imaginer. Et pour nous, ça c'est le secret, c'est vraiment le vecteur pour arriver à innover, à inventer, continuer à inventer sur le spatial, continuer à faire rêver, que ce soit au profit de surveillance des océans dont vous allez parler demain et dont on a vu un certain nombre de conférences déjà, ou une ouverture aussi vers des nouvelles manières de travailler, des nouvelles manières d'envisager l'interaction avec la société civile, et pour cela, une ouverture bien sûr vers les startups, pour nous amener des méthodes nouvelles de fonctionnement et peut-être, pourquoi pas, les startups de Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup, Luce Fabreguette. Mais oui, vous pouvez applaudir Luce Fabreguette. Merci beaucoup. Quelques questions du public, si vous voulez. On va quand même d'abord regarder le résultat du sondage pour lequel on vous a sollicité, si les résultats du sondage sont prêts. Ah bon, d'accord. Je sais plus rêver du tout. Alors quand je vous ai posé la question, ben voilà, une petite réaction, Luce Fabreguette. 70% finalement. La question était relativement ouverte. Donc un jour n'était pas précisé, ce qu'on s'était dit. Alors quel jour, quand? Ou peut-être une nuit. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'effectivement, il y a des projets, on le voit bien, qui annoncent des avancées, des missions vers Mars à relativement court terme. Nous, côté Ariane Espace et côté européen, on le voit quand même à un horizon plutôt fin des années 30, je vais dire. Donc, et il faudrait s'entendre sur le mot vivre, c'est pas vivre, mais enfin en tout cas, après, un homme, une femme sur Mars dans 20 ans. Pourquoi pas des installations provisoires après vivre, aller s'installer sur Mars, ça paraît peut-être plus compliqué. Ouais. D'accord, mais en tout cas, y arriver physiquement, c'est nos enfants on peut penser le verront et nos petits-enfants, ils passeront leurs vacances, ou pas. Voilà. Beaucoup de questions, Luce Fabreguette, autour de SpaceX, forcément. Avez-vous peur, je vous l'ai dit, hein, avez-vous peur de SpaceX? Pourquoi des milliardaires européens ne se lancent-ils pas dans le New Space à l'instar de SpaceX, etc., etc. Et puis sur la prise de risque, puisque vous en avez parlé au tout début, avec un propos un peu... je ne sais pas comment le qualifier, je ne vais pas le qualifier. Un propos sur la prise de risque, ou le manque de prise de risque, et donc où les gens disent, mais qu'en est-il par rapport à SpaceX ou Blue Origin? Donc SpaceX, comment vous voyez tout ça? SpaceX, c'est un concurrent d'Ariane Espace très clairement depuis maintenant une dizaine d'années, avec son lanceur actuel qui s'appelle le Falcon 9, qui intervient sur le marché commercial depuis déjà quelques années, qui enchaîne les lancements. Il faut reconnaître que SpaceX a fait 16 lancements depuis le début de l'année, donc ils enchaînent les lancements avec réussite. Alors, je ne suis pas là pour faire la promotion de SpaceX. Donc cela étant, ils ont énormément de projets au-delà de ce Falcon 9. Ils ont le Falcon Heavy qui consiste à mettre trois premiers étages du Falcon 9 côte à côte, hein, donc 27 moteurs au lieu de 9, et emporter une capacité encore plus importante. Ils ont encore un autre projet qui vient derrière qui s'appelle le BFR, le Big Falcon Rocket, ou certains l'appellent le Big Fucking Rocket. Mais donc le projet, Rocket, voilà, non mais le projet BFR, c'est un projet énorme en direct dans le monde entier. C'est un projet énorme mais il répond bien à l'ambition d'Elon Musk qui est à la tête de SpaceX, effectivement, d'aller vers Mars, d'Occupy Mars. On le voit avec son t-shirt présenter son projet d'aller vivre sur Mars pour le coup.
Nous, côté européen, on n'est pas sur cette échelle-là. Cela étant, on reconnaît qu'aujourd'hui, Falcon 9 marche bien. Falcon 9 sert nos clients commerciaux. Après, on verra il a énormément de voies explorer en parallèle. Donc jusqu'à quand il continuera le Falcon 9? Est-ce qu'il l'abandonnera un jour? C'est l'incertitude. Ouais. Il y a énormément de questions. Je vais vous proposer une sorte de jeu de ping-pong. Je vais répondre plus rapidement. Le plus vite possible. Comme ça permettra de répondre à un maximum de questions. Je vais en regrouper 3 qui portent sur la pollution spatiale, pour le dire très vite. On envoie énormément de satellites. Quelqu'un disant demain vous allez parler des océans. C'est effectivement le sujet demain matin à Nova. Qu'est-ce qu'on n'est pas en train de refaire la même sottise avec l'espace et de polluer l'espace en envoyant trop d'objets dans l'espace? Alors, on a des règles très claires, hein, en Europe en particulier, en France en particulier, puisqu'on lance depuis l'État français, depuis la Guyane française. Donc, quand on fait un lancement, on a des règles très, très claires pour ne pas laisser des débris en orbite, bien sûr, pour ne pas laisser des bouts de fusée en orbite, et pour faire en sorte que les orbites restent propres, hein, et restent utilisables pour les lancements futurs. C'est vrai que ce pas des règles qui sont partagées au niveau de la planète. Donc effectivement, à un moment, il faudra que tous les pays se mettent autour de la table et mettre en place certainement cette police de l'espace. Ouais. Police de l'espace. Ne pensez-vous pas qu'un des freins à l'innovation du spatial ou dans le spatial est le mode de gouvernance européen, très technique, voire technocrate, et bien moins orienté business qu'aux États-Unis? C'est difficile, je trouve, de le dire comme ça, parce qu'aux États-Unis, on pense que SpaceX a une relation avec la NASA qui est très très forte. SpaceX est considéré comme une entreprise complètement privée, mais ils savent parfaitement travailler avec les ingénieurs de la NASA. Ils ont parfaitement compris comment utiliser les fonds publics de la NASA. Et ce sont des fonds qui sont énormes. Et au-delà de la NASA, il y a le DoD, il y a le NOAA, il y a d'autres organisations. Donc je pense que c'est un peu caricatural de dire que côté SpaceX, c'est strictement commercial, alors que nous, Ariane Espace, nous le serions moins. Et c'est aussi caricatural, je pense, de dire que l'ESA, ça n'a pas été dit comme ça, pardon, pour celui ou celle qui a posé la question. Il y a énormément de questions qui tournent autour de ça. Un fonctionnement très technocratique. Je pense qu'on travaille, nous, au quotidien avec l'ESA, avec le CNES en Guyane. Je pense qu'on est tous ensemble à faire fonctionner le système et à faire en sorte que on s'allège parfois, effectivement, je suis d'accord sur certains processus, et d'essayer tous de trouver plus de compétitivité et d'améliorer les prestations qu'on peut proposer aux clients. L'écologie est-elle une préoccupation dans toutes les... Il y a des matériaux qu'on ne peut plus utiliser, donc on réfléchit au remplacement de ces matériaux-là, de ces composants-là. Et ce que je disais tout à l'heure sur le fait de ne pas laisser de morceaux, de boulons de fusée en orbite au moment où on sépare les satellites, où on sépare les étages, ça participe vraiment à ce sujet de l'écologie autour de la planète et même au sol, la manière dont on utilise une poudre plutôt qu'une autre pour la propulsion, qu'on utilise une énergie qui est l'énergie, la propulsion cryotechnique, qui finalement fabrique de l'eau. Donc tout cela, et c'est surveillé en permanence au Centre spatial guyanais. La faune et la flore sur le Centre spatial guyanais est surveillée en permanence pour garantir qu'il n'y a pas d'évolution du fait de notre activité. Merci beaucoup, Luce Fabreguet. Je vais arriver d'autres questions, mais elles sont quand même en règle générale beaucoup autour de Falcon 9, de SpaceX. Ça ne vous surprendra pas. Donc ce que vous dites en gros, c'est respect pour effectivement une technologie qui fonctionne et une qui technologie est qui n'est pas très récente en plus, qui n'est pas si disruptive que ça. Pardon, en tout cas, ce qui était disruptif, c'était de le faire quand même, à un moment donné. Voilà, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ouais. La technologie, mais la propulsion qu'ils utilisent, c'est un design classique, qui avait été développé par la NASA, qu'ils ont repris. Et après, ils l'ont développé, je suis d'accord, ils ont lancé la récupération. Mais au départ, la technologie est assez classique, kérosène, l'oxygène liquide, que l'on fait depuis des décennies. Ouais. Mais la France et l'Europe, avec Ariane Espace, disposent d'atouts technologiques, on va relever le défi, scientifiques, en niveau de recherche et une préoccupation environnementale. Merci beaucoup d'avoir lancé cet après-midi, Luce Fabreguet, directrice exécutive d'Ariane Espace.